Bonsoir. Monsieur le conseiller d'État, Madame la directrice des affaires générales et universitaires, Monsieur le recteur, chers collègues vice-rectrices, vice-recteurs, chers membres de la communauté UNIL, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une cordiale bienvenue à l'occasion de l'inauguration de la Villa Nova. Cette soirée est la première étape dans l'inauguration de la Villa Nova. Elle sera suivie demain par une journée portes ouvertes et mercredi par une journée qui est consacrée aux partenaires, à l'ensemble des partenaires du Hub. Pour ce soir, la partie formelle va durer un peu plus d'1 heure. Vous en saurez plus sur les activités du Hub grâce à Anne Hedden, sa directrice opérationnelle. Ensuite, nous aurons le privilège d'entendre Monsieur le recteur de l'Université de Lausanne, Frédéric Herman, puis Monsieur le conseiller d'État, Frédéric Borloo. Et enfin, nous aurons le plaisir d'entendre des entrepreneurs et des entrepreneuses de l'UNIL, confirmés ou en devenir. Alors, un hub entrepreneuriat et innovation à l'UNIL, pourquoi faire? Ça peut surprendre. C'est une institution académique d'enseignement et de recherche. Alors, que vient faire un hub entrepreneuriat et innovation au sein de cette institution? Eh bien, en fait, il y a beaucoup plus de points communs qu'on ne croit entre les personnes qui sont actives dans l'entrepreneuriat et les chercheuses et les chercheurs. Tout d'abord, la curiosité pour le monde qui nous entoure et l'esprit d'observation qui conduisent à soulever des questions. Ensuite, avoir envie et prendre le risque de développer des projets pour répondre à ces questions. Convaincre des bailleurs de fonds que le projet tient la route et pour qu'ils soient prêts à financer le projet et que le projet soit concrétisé. Et enfin, il s'agit aussi d'être agile, de savoir vivre avec un peu d'incertitude et de s'adapter au changement. J'aimerais ajouter aussi une autre raison pour laquelle l'UNIL est un lieu plus qu'appropriée pour accueillir un hub entrepreneuriat et innovation, c'est qu'elle est pluridisciplinaire par essence. Elle accueille des personnes de compétences et d'horizons divers qui sont actives dans une multitude de domaines complémentaires. On peut citer la santé, l'économie, la durabilité, les technologies numériques, mais aussi les sciences humaines et sociales. Avec une telle diversité, l'UNIL est donc un terreau très fertile, un lieu idéal pour faire émerger des idées nouvelles et pour les tester. Elle est aussi un lieu idéal pour mettre en réseau des personnes qui collaborent et qui, ensemble, cherchent des solutions aux préoccupations globales de la société. Alors, bien sûr, toutes les connaissances que nous générons à l'UNIL ne peuvent pas être matérialisées, en tout cas pas forcément à brève échéance, mais certaines, pour peu qu'on leur amène le soutien adéquat, ont cette capacité. Et depuis 2019, le Hub a pour objectif de proposer aux membres de l'UNIL qui le souhaitent les outils nécessaires pour concrétiser et matérialiser leurs idées et leurs projets. Je suis très heureuse que les porteuses et porteurs de projets que vous allez rencontrer tout à l'heure montrent avec brio qu'il est possible de concilier théorie et pratique, recherche académique et esprit d'entreprendre. Alors je vous souhaite une excellente soirée en leur compagnie et je vais sans tarder passer la parole à Anne Hedden. Merci Liliane. Bonsoir à toutes et à tous et surtout bienvenue à la Villa Nova. Voilà 3 ans que le Hub a été lancé. Tout a commencé en novembre 2019 à l'Amphimax. Un Hub, 7 facultés, l'esprit d'entreprendre, le ton est donné. Beaucoup de choses bien sûr se sont passées depuis 3 ans et nous avons choisi de vous les présenter en images. Je vous laisse les découvrir. La mission du Hub, c'est de stimuler l'esprit d'entreprendre auprès de toute notre communauté, c'est-à-dire nos étudiants, nos chercheurs, les professeurs, les alumni, les collaborateurs, et bien sûr en incluant toutes nos 7 facultés. C'est une équipe qui est animée par la passion et par l'envie de faire une différence. On est là pour servir notre communauté. L'esprit d'entreprendre, la créativité, la résilience, la capacité de faire des hypothèses et les tester. Ces attitudes et compétences dont on a besoin en entrepreneuriat
sont aujourd'hui vraiment des attitudes et compétences absolument clés dans le monde professionnel. La vaste majorité des personnes qu'on forme à l'université sont des personnes qui vont aller travailler hors du milieu académique. Le Hub donne des outils, des compétences fournies, des compétences transversales, leur permet de travailler en équipe, leur permet d'exercer la créativité. Les compétences qui ont été développées durant ce programme qui m'ont aidé, c'est vraiment l'aspect business, idéation, brainstorming autour d'une idée. On a vraiment reçu des outils en matière de communication, en matière de planification aussi, avoir une vision beaucoup plus réaliste. La valeur ajoutée de faire ce genre de choses pendant ses études, elle est vraiment à ne pas négliger. C'est peut-être ça que ça tend gagner, disons, à la suite de vos études ou un stage que vous n'aurez peut-être pas besoin de faire parce que vous avez fait ça. Le programme YouCreate, il a été conçu en 3 temps. YouCreate 1, c'est quelques séances de coaching qui sont essentiellement un point de départ, une orientation. YouCreate 2, c'est un programme court, qui est en fait un programme d'initiation à l'entrepreneuriat durable sur 5-6 sessions. Et YouCreate 3, c'est vraiment le programme d'accélération, quand il y a vraiment déjà une volonté entrepreneuriale, une volonté de concrétiser le projet. Je pense qu'il y a quand même des choses qui en font un programme assez unique en fait dans l'écosystème. Tous les projets que nous choisissons sont des projets avec un impact social et ou environnemental. La deuxième chose qui rend ce projet différent, c'est qu'il est extrêmement inclusif. Projet technologique ou pas, à but lucratif ou pas, projet local ou à grande échelle, finalement c'est pas ça qui importe pour nous. Ce qui importe, c'est une fois de plus la notion d'impact. J'avais pas pensé que dans un programme, on pouvait accueillir autant de projets différents et que ça fonctionne en fait. On a beaucoup de profils différents, des étudiants comme des personnes qui sont déjà employées. Ce programme, il est aussi, je pense, spécifique par sa capacité de s'adapter aux besoins. On leur met à disposition des coachs qui connaissent les projets, qui connaissent les domaines, qui peuvent les mettre en lien avec l'écosystème parce que, in fine, ce qui compte, c'est de les confronter au terrain. La Villa Nova, c'est un lieu où on peut réunir toute notre communauté, tout l'écosystème de l'Université de Lausanne autour de l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc en fait, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de formation et c'est un lieu de travail. D'être entrepreneur tout seul, c'est la misère. Il faut aller tchatcher avec des gens, il faut aller prendre des conseils. Et de ce fait, on a des confrontations en termes de représentation et je trouve que c'est là, entre autres, qu'on peut aussi évoluer. En matière d'entrepreneuriat, notre rôle il est vraiment très en amont. Ce stade de maturité demande un environnement qui soit bienveillant, mais aussi qui les challenge beaucoup, parce que ces projets sont encore très risqués. Si in fine, le projet ne se concrétise pas, c'est pas un échec. Pour moi, c'est tout aussi utile si ce projet a permis à cette personne de se dire non, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. De toute manière, on en tire vraiment des compétences. Et c'est vraiment une formation accélérée mais efficace. Le Hub et l'université permettent vraiment de tester sans aucune conséquence qui soit difficile à porter. C'est une réussite de toute façon, quoi qu'il arrive. Si c'est un monde que vous ne connaissez pas, mettez vos a priori de côté, tentez. On ne sait jamais. En regardant cette vidéo, vous pouvez vous demander quel est l'impact du Hub après 3 ans et comment mesurons-nous notre impact. Quelques chiffres pour commencer. 3000. 3000, c'est la taille de notre communauté au sens large, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont participé à nos événements et qui s'intéressent à ce que nous faisons. 220. 220, c'est le nombre de porteuses et porteurs de projets qui ont suivi nos programmes YouCreate. En fait, c'est vraiment le cœur de notre communauté. Mais d'où vient cette énergie entrepreneuriale ? D'abord, de manière très intéressante, elle vient de nos 7 facultés, d'une manière qui est relativement proche d'une représentation proportionnelle à leur taille, ce qui montre que l'innovation, elle germe dans tous les domaines ici à l'UNIL. Deuxièmement, elle émane de profils très divers, vous l'avez entendu, des étudiants, des chercheurs, des professeurs, des alumni, des collaborateurs, que nous réunissons dans un même programme pour favoriser les échanges. Et enfin, elle est portée de manière égale
par des femmes et des hommes, ce qui est vraiment, je crois qu'on peut le dire, une exception dans l'écosystème, quand on sait que les femmes ne représentent que 20 à 25% des entrepreneurs en Suisse. Au-delà de ces chiffres, j'aimerais aussi penser que le Hub a changé le regard de notre communauté sur l'entrepreneuriat lui-même, avec une vision plus inclusive et plus responsable. Ce changement de regard me tient particulièrement à cœur. Tout ceci n'aurait pas été possible sans quelques personnes, et ce que j'aimerais remercier ici ce soir. Merci tout d'abord à ceux qui ont pavé la route avant nous, qui ont ouvert la route avant la création du Hub. Particulièrement les professeurs Pigneur et Osselweider, qui ont conçu des outils aujourd'hui utilisés dans le monde entier pour soutenir l'entrepreneuriat. Les professeurs Jeffrey Petty et Nadine Rachenthal, qui ont lancé le premier accélérateur HEC avec le soutien du doyen de l'époque, Jean-Philippe Bonardi. Merci ensuite à la direction de l'UNIL pour votre soutien et votre confiance. La direction précédente qui a donné l'impulsion de la création du Hub et la direction actuelle qui l'a inscrit dans la durée. Merci aussi de nous confier ce magnifique espace. Merci aussi à vous toutes et tous, ici ce soir, représentants des facultés et partenaires. Vous avez aussi renforcé l'édifice grâce à de très belles collaborations et échanges d'expertise. Ces collaborations sont plus essentielles que jamais si nous voulons ensemble réussir cette transition sociale, environnementale et économique. Et puis merci enfin à l'équipe du Hub. Ils sont là, qui chaque jour portent non seulement cet esprit d'entreprendre, mais aussi un vrai esprit de service. Mélanie, Anne, Erika, Caroline, Léo et Jeffrey, le directeur académique du Hub. Nous voilà donc à la Villa Nova depuis quelques semaines. Il a fallu un petit peu de temps pour transformer la villa plein vent, un petit peu poussiéreuse, dans ce magnifique espace créatif conçu au-delà des standards Minergie. Et oui, l'espace sent encore un petit peu la peinture, mais je peux vous dire qu'il a déjà changé l'énergie qui nous porte et l'énergie de nos programmes. La Villa Nova, c'est aussi la création d'une communauté YouCreate, Liane en a parlé. Elle sera ici rassemblée pour la première fois dans 2 jours, et des collaborations avec vous tous et toutes qui vont pouvoir s'intensifier. Cet espace, il incarne une université tournée vers l'extérieur, au service du progrès sociétal. Dans le contexte actuel, il est assez facile d'imaginer l'état d'éco-anxiété de cette nouvelle génération et la peur qui s'installe devant les fractures sociales qui s'ouvrent. On pourrait croire qu'entreprendre aujourd'hui, en pleine conscience des limites planétaires, c'est une difficulté, en plus, un frein. Or, si on change de paradigme, si on met la durabilité comme raison d'être comme raison d'entreprendre, au cœur de la raison d'entreprendre, elle devient le point d'entrée de l'innovation, le moteur de l'innovation. Les héros du jour, ce sont donc eux et elles, ces porteuses et porteurs de projets à impact. Un grand merci à eux et elles et à vous qui les soutenez par votre présence ici ce soir. Merci. J'invite Frédéric Hermann, le recteur de l'université, à prendre la parole. Merci. Merci Anne, Monsieur le Conseiller d'État, Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre présence. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on entend le mot entrepreneuriat, on a une certaine tendance à penser à de nombreux clichés. Alors pour commencer cette petite allocution, je vais vous en donner 3 qui me viennent directement à l'esprit. Et le premier, je ne sais pas tout à fait pourquoi, mais je pense directement à Leonardo DiCaprio, lorsqu'il incarne Jordan Belfort dans le film Le Loup de Wall Street. Et je pense en particulier à cette scène mythique dans laquelle il parle à un de ses comparses et il lui demande de vendre un stylo.
Alors, je peux prendre les stylos. Ici, j'en ai deux. J'en ai un d'une très belle institution. J'en ai un autre d'une encore une très belle institution. Et je pourrais défendre les vertus de ces deux institutions. Mais ce qu'il démontre dans cette scène, c'est que ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est d'avoir une nécessité parce qu'on a besoin de signer. Et je vous garantis que dans mes journées, je signe beaucoup de choses. Et j'ai juste besoin d'un stylo qui fonctionne. Ils expliquent aussi que cela se monnaie. Le deuxième exemple qui me vient à l'esprit, et vous allez voir que je suis influencé par la culture populaire, je pense directement à David Eck, le créateur de Spotify. Alors vous allez voir que je suis aussi influencé par Netflix. Mais si on regarde la série et puis qui retrace comment il a créé Spotify, on voit qu'on découvre un personnage d'abord avec une vision extrêmement limpide. Et je pense que c'est très, très important. On voit aussi une personne un peu têtue pour certains, d'autres diront persévérante. Mais surtout, on voit qu'il a créé quelque chose dans l'urgence pour sortir le monde de la musique de l'impasse. Et puis, ça m'amène à mon troisième cliché. Et alors là, vous allez voir que je tombe dans la caricature totale. Bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de mentionner Elon Musk. Peut-être parce qu'on le voit dans la presse absolument tous les jours. Peut-être parce qu'il a quand même bouleversé le monde de l'automobile. Mais probablement, je l'ai choisi parce qu'il fait à peu près n'importe quoi. Et il est prêt à vendre des méga fusées. Et puis quand on parle d'entrepreneuriat, on voit souvent une fusée. Alors avec ces trois exemples, bien sûr, je pousse la caricature parce que nous sommes face à des personnes extraverties, des hommes obsédés par l'argent, peut-être bourrés de testostérone et ayant la folie des grandeurs. Alors bien entendu, ce n'est pas l'entrepreneuriat qui me fait rêver et j'aurais dû vous citer d'autres personnes comme Xian Jing, cette entrepreneuse chinoise dont on dit qu'elle a construit Pékin. J'aurais pu citer Beyoncé, non pas pour ses compétences vocales extraordinaires, mais plutôt pour sa capacité à avoir fait évoluer le monde de la production. Et puis finalement, j'aurais pu citer aussi Arianna Huffington, qui a influencé de manière indéniable le monde de l'information digitale. À la direction, nous pensons d'ailleurs qu'il existe un décalage sur les attentes de l'entrepreneuriat et nous pensons que nous devons vraiment y faire attention. Alors il faut saisir cette opportunité pour être en accord avec ce que les prochaines générations sont en train de percevoir, mais aussi de construire, ça a été dit par Anne, c'est-à-dire des projets qui sont davantage en accord avec les valeurs que nous défendons et les valeurs que nous défendons à l'UNIL. Nous devons aussi le faire de manière collective plutôt qu'individualiste, et d'ailleurs tous les exemples que j'ai pris avant étaient des projets plutôt individualistes. Et dans ce contexte collectif, c'est évidemment extrêmement important de s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir porter ces projets. Alors je suis convaincu que c'est ainsi et seulement ainsi que nous pourrons être préparés pour répondre aux périodes de crise que nous traversons. Alors justement, les porteuses et les porteurs de projets du Hub s'inscrivent dans cette nouvelle ligne entrepreneuriale. Je pense que c'est très important de le souligner, je voulais le faire ce soir. Et pour le faire, j'ai choisi 3 exemples très concrets qui émergent du programme YouCreate. Le premier, c'est le projet Low Impact Food, donc qui est ce projet qui a pour objectif de revaloriser la biomasse alimentaire pour transformer en nourriture de verre de farine pour ensuite produire des poudres ultra-protéinées. Donc on se retrouve avec un concept qui permet de diminuer l'impact sur notre environnement. Le deuxième exemple que je voulais citer est ce projet JOSLab, qui a pour objectif de faciliter l'organisation et la transmission des données scientifiques afin d'augmenter la fiabilité des résultats. Et c'est évidemment un enjeu crucial pour la recherche autour duquel nous nous attelons. Et puis finalement, je n'ai pas pu résister, comme troisième exemple, de citer le projet Sleep Sensor. Je sais qu'il va être mentionné plus tard. Mais les troubles du sommeil sont en effet un fardeau pour la société et pour moi aussi. Car malheureusement, je fais partie des 30% de personnes qui dorment peu. Alors, je me réjouis d'utiliser un matelas qui est rempli de sensors pour me dire comment je pourrais améliorer mon sommeil. Alors ceci m'amène à la fin
Et j'aimerais souligner que j'ai choisi quand même ces 3 exemples, pas tout à fait par hasard, car en fait, ils répondent directement à 3 axes stratégiques de la direction, qui sont la transition écologique, les technologies et le numérique, et puis la santé. Alors sur ça, j'aimerais remercier le Hub, toute l'équipe, pour tout ce qui se fait. On est très enthousiaste à la direction du futur qu'il apporte. J'aimerais aussi remercier Unibat pour tous les travaux qui ont été faits dans un temps record et puis d'avoir ce magnifique bâtiment avec une vue extraordinaire pendant la journée. Et puis ainsi, nous pourrons penser et voir plutôt les opportunités à la place des limites. Et comme ça, je pourrai dormir en paix. Merci. Et je passe la parole au conseiller d'État Frédéric Borloo. Merci, monsieur le recteur, madame la vice-rectrice, madame la directrice, mesdames et messieurs les représentants de l'université et vous toutes et tous intéressés par ce hub qui est ici maintenant. Quelqu'un m'a écrit un discours très académique, j'y renonce. Tant mieux pour vous, je serai peut-être un peu plus court, mais je m'excuse déjà vis-à-vis de celui qui l'a écrit, mais finalement, je crois que les choses principales ont été dites, et donc c'est inutile pour moi de m'aventurer finalement dans une théorie supplémentaire. Je préfère vous parler un peu de mon regard que je porte sur ce hub, parce que dans le fond, je viens du monde économique, et j'ai ouvert ma première boîte à 22 ans. Et dans le fond, à 22 ans, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas très bien marché. Il faut faire une expérience. Alors vous disiez, madame, qu'il n'y a pas d'échec, tout à l'heure dans la vidéo, il n'y a jamais d'échec. Si, il y a des échecs. Jusqu'au moment où ce même échec devient une expérience. Et puis à partir de là, il n'y a plus d'échecs. Mais il ne faut pas avoir peur des échecs. Il ne faut pas trop dire aux gens, non, mais alors, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave si tu te trompes, mais... on se trompe tous une fois ou l'autre, on fait tous des erreurs, et puis on arrive tous à un moment donné où on n'arrive finalement plus à aller plus loin. Et si on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas avoir peur de ça. Surtout pas. Parce que juste après, vous avez une expérience dont vous pouvez profiter. Et ici, pouvoir faire cette expérience-là, ici, à l'université, je trouve ça extraordinaire. Et je vous remercie beaucoup d'avoir lancé ça, d'avoir mis en place ce hub et de permettre à des jeunes qui viennent ici pour apprendre, pour savoir un peu plus, beaucoup plus, où sont transmis les connaissances les plus pointues que l'on connaît aujourd'hui de génération en génération. Elles sont parfois transmises, pour être juste apprises, et puis elles sont aussi transmises pour être mises en pratique. Alors, je sais bien que dans une université, ça se traduit de plusieurs manières. D'un côté, ça peut être l'enseignement qui attire certaines personnes. D'autres, ça peut être la recherche. Et puis au final, c'est dans la plupart des situations, un emploi qui les attend et un emploi dans lequel on espère toutes et tous, ils vont pouvoir s'épanouir. Et l'idée est cette possibilité qui leur est offerte de lancer finalement cet emploi eux-mêmes, avec les connaissances, profitant ainsi de ces connaissances qu'ils ont pu acquérir ici. C'est une idée extraordinaire, c'est une chance aussi extraordinaire. Et puis, j'espère bien que beaucoup de gens vont pouvoir profiter, beaucoup de jeunes vont avoir envie de profiter de cela, encore une fois, sans avoir peur de l'échec. Je le répète parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Mais voilà, la vie est dure, il faut se préparer à la vie aussi un tout petit peu, je pense. Et vous savez, je suis responsable de la formation, de toute la formation, de l'école enfantine au doctorant. Enfin, je suis responsable, façon de parler, politiquement. Donc, les responsables, ils sont devant moi, bien entendu. Mais politiquement, j'ai un œil sur l'ensemble de cette formation. Et ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce hub, c'est l'ouverture que ça donne sur le monde d'après. Et dans le fond, c'est ce même regard que je porte sur les différents niveaux de formation, le niveau obligatoire, post-obligatoire, universitaire. Parce que
Je pense, et je dis ça, c'est vraiment pas pour blâmer mes prédécesseurs ou je ne sais pas, mais disons, c'est juste le regard que je porte. Ce qui se fait à l'école obligatoire n'a de sens que si ça sert après dans une formation post-obligatoire. Et ce qui se fait dans cette formation post-obligatoire, ça a de sens véritable que si ça sert après dans une formation en haute école, ou alors directement dans un métier. Et ce lien-là, cette vue verticale, en fait, ça semble assez évident, mais c'est assez nouveau. Les strates ont toujours été, pas seulement ici, pas en Suisse, partout, ont été souvent très, très séparés. Et je pense précisément qu'il ne faut pas les séparer, il faut les voir dans un ensemble. Et à la fin, ce que vous proposez là, c'est finalement ça, c'est de continuer. C'est une ouverture sur peut-être finalement une expérience, un échec ou une expérience, ou les deux, ou pas du tout sur une réussite, mais qui peut conduire à une formation supplémentaire encore, qui peut conduire quelques années après, parce que vous développez beaucoup ça, et je vous en félicite, une formation complémentaire, quelques années après, différente, ou une réorientation professionnelle. Eh bien, je vous en félicite, je vous remercie. Ça montre justement l'ouverture d'une université vers les métiers. Et donc, je pense que c'est une véritable plus-value pour vos étudiantes, pour vos étudiants. Et sur ce, je souhaite aux étudiantes et aux étudiants beaucoup d'expérience, beaucoup de plaisir pour la suite, et que vous soyez suivis par beaucoup d'autres de vos collègues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Borloo, pour votre discours qui était authentique et vrai. On a beaucoup apprécié. Je me présente, je m'appelle Erika Mazerol, programme manager ici au Hub, et je vais vous guider à travers la deuxième partie de cette soirée qui vise en fait à vous faire vivre la mission du Hub au travers des expériences des membres de notre communauté. Donc, j'aimerais commencer par la table ronde de ce soir, où vous aurez l'opportunité d'entendre 4 de nos 100 entrepreneurs UNIL qui vont s'exprimer sur le thème de « Entreprendre en 2022, un écosystème en pleine mutation ». Donc, intervenants et intervenantes, je vous inviterai à me rejoindre ici sur scène. Et j'aimerais vous présenter donc Alain Nico, qui est entrepreneur et investisseur, également alumni de la faculté des HEC. Semira Gonset-Nusley, qui est cofondatrice de Genomi et alumni de la faculté de biologie et médecine. Guillaume Granelli, qui est cofondateur d'Alaya et alumni des HEC. Et finalement, Leila Delarive, qui est avocate et fondatrice d'Amplify et qui sera la modératrice de la table ronde de ce soir. Leila, je te passe la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons revenir sur quelques points fondamentaux ce soir pour parler du monde dans lequel on vit et comment est-ce qu'on entreprend dans ce monde-là. Alors Anne, tu as parlé du changement de paradigme et je pense que c'est un premier point que nous allons évoquer ensemble ce soir. Ce changement de paradigme, il se traduit par, d'une part, une prise de conscience, peut-être plus de conscience au sein de la société, et d'autre part, par ces défis de société auxquels nous sommes confrontés. Mais avant ça, avant de venir sur cette question-là, j'aimerais quand même relever quelques données intéressantes. Les chiffres nous permettent toujours de mieux comprendre finalement une situation donnée. Et je me réfère ici aux chiffres, aux investissements dits de finance durable, dans la finance durable. Et il faut savoir qu'en 2018, la majorité des investissements provenaient de privés, de fonds privés. Alors qu'en 2021, une tendance s'est inversée. Les investissements en matière de finance durable étaient en majorité provenant de fonds d'investisseurs ou de mandataires professionnels. Donc on voit qu'il y a un changement de paradigme, mais c'est toujours le privé qui donne un tout petit peu le ton. Qu'en est-il, Guillaume ? Je me tourne vers toi. Dans ton projet Alaya, comment est-ce que tu as fait face à ce changement de paradigme ? Super, bonjour à tous. Donc je m'appelle Guillaume et je suis l'un des fondateurs d'Alaya, un projet qu'on a créé en 2015-2016, 5 entrepreneurs de l'Université de Lausanne et de l'EPFL sur différentes facultés. Et on s'est rendu compte, en fait, à ce moment-là, en 2015-2016, au sein des entreprises, qu'il y avait un réel besoin de s'engager vers des causes environnementales, sociales et de faire du bien à la société.
Et en fait, c'est assez drôle parce que c'est venu des collaborateurs, le besoin de s'engager. Et ensuite, les entreprises ont commencé à se dire, bon, bah, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que, très souvent, il y a un intérêt financier là derrière, mais est-ce que je peux retenir mes collaborateurs, motiver mes collaborateurs, et plutôt que d'aller faire un team building, on va tous au bowling, je m'engage, je vais faire du bénévolat, je fais des dons, je m'engage socialement, qui, on pourra en parler après, les chiffres le démontrent, quand des employés sont engagés sur des causes sociales et environnementales, la rétention augmente drastiquement. Donc, en fait, on a vu dès cette période-là, en 2015, un intérêt, mais quand je vous parlais de RSE, de ESG, de CSR, c'était des thématiques, surtout en Suisse, qui étaient encore bien nouvelles. Et en fait, je suis très heureux de voir qu'aujourd'hui, on commence à parler, les entreprises dans leur board doivent reporter sur des thématiques ESG, et c'est vraiment très très important, et ça devient au cœur de chaque entreprise. Merci Guillaume. Semira, dans le projet Genomi, quel est l'impact de ce changement de paradigme? Très bien. Alors nous, à Genomi, déjà peut-être juste pour placer le projet, on a développé un test qui permet de mesurer l'impact de l'environnement au sens large et du style de vie directement sur les gènes. Et c'est un produit qui est utile pour des médecins et des autres professionnels de santé qui accompagnent des patients qui veulent prendre soin de leur santé sur le long terme, qui veulent vieillir en bonne santé et réduire le risque de développer des maladies de l'âge avancé. Donc c'est vrai que c'est un projet qui tombe vraiment à pic actuellement, parce que c'est un projet qui est très axé sur la prévention des maladies. Après évidemment la crise Covid qu'on vient de traverser, la thématique du vieillissement en bonne santé, de la diminution des facteurs de risque a pris une place énorme. Et puis sinon d'une manière générale, dans le domaine de l'innovation en médecine et en santé publique, moi, ce que j'observe surtout, c'est que les changements actuels sont vraiment liés à la digitalisation de notre monde. Et le système de santé, finalement, bénéficie aussi de cette digitalisation avec un peu un retard, mais il y arrive aussi. Et digitalisation va de pair avec la mise du patient au centre. Et je sens un changement de paradigme d'un système qui a été, disons, principalement centré sur les médecins et les soignants actuellement pour changer avec un centre plus sur le patient, sur une individualisation, dans le bon sens du terme, des soins et de la médecine. Merci. Alain, qu'en est-il du point de vue de l'investisseur ? Je crois que, d'abord, je suis très optimiste parce que je trouve que la génération qui va être aux commandes ou qui est déjà aux commandes est très différente de la mienne. Quand on est parti, quand on a quitté l'UNIL, il y a, dans mon cas, en 1980, beaucoup n'étaient pas nés. On cherchait des jobs dans des grandes boîtes, on essayait d'être un consultant ou un banquier ou aller bosser pour Nestlé, etc. Je ne dis pas que c'est des mauvais emplois, mais c'était vraiment le but. Et dans ma promotion, à part ceux qui sont allés rejoindre des entreprises familiales, il n'y en a qu'un seul qui a créé sa boîte et que j'admire beaucoup, même s'il a eu quelques déboires depuis, c'est Robin Cormedius qui a monté Switcher, qui était une très très belle boîte et une des premières boîtes qui était soucieuse de son environnement, etc. Il faisait dès le départ très attention d'où ça venait, etc. Et puis maintenant, je vois la génération de mes enfants qui ont tous commencé à travailler. J'ai 3 jeunes qui ont démarré. Ils sont tous obsédés par quel est l'impact que j'ai, quel est l'impact que mon employeur a, qu'est-ce que je peux faire. Enfin, donc je suis très optimiste sur ce qui est en train de se faire. Et voilà. Donc ça, et du point de vue des investisseurs, ce que je constate, parce que j'ai une responsabilité pour gérer un fonds, je suis aussi investisseur pour un titre privé, mais je vois mes investisseurs veulent faire de l'argent, parce qu'un investisseur veut faire de l'argent, c'est un peu la définition du truc, mais ils sont aussi très, très intéressés à quel est l'impact et qu'est-ce que les investissements qu'ils font peuvent avoir comme bien. Donc voilà, dans l'ensemble, je trouve qu'il se passe des choses extraordinaires dans ce monde. Mais un impact, ou est-ce que c'est plutôt je ne veux pas investir, par exemple, dans les énergies fossiles, je ne veux pas investir plutôt par défaut, ou c'est vraiment une volonté de... J'ai une petite liste de trucs qu'il ne faut pas que je touche. Je n'ai pas le droit de... des trucs classiques, quoi. Des trucs toxiques, de l'armement, des machins. Enfin, mais ce n'est pas ça qui nous obsède. C'est plutôt
ils sont intéressés à avoir une mesure de l'impact. Et c'est ça que je trouve très positif. Et puis les jeunes qui ont envie d'en avoir. Donc les choses se mettent assez bien en place, je trouve. Très bien. Alors venons-en maintenant aux obstacles que vous pouvez rencontrer lorsque vous entreprenez dans un projet durable. Ces obstacles sont-ils d'ordre politique? Sont-ils d'ordre financier? Sont-ils d'ordre peut-être du marché qui n'est pas encore prêt? Quels sont-ils? Ouais, peut-être je vais commencer à peut-être prendre sous deux angles. Donc l'angle un peu plus public, institutionnel, pour lever des fonds via ces véhicules. J'ai trouvé en ayant une start-up qui était un simple software B2B SaaS, où voilà, le business model tourne autour de la souscription. On n'avait pas d'IP, on n'avait pas vraiment de technologie, donc j'ai trouvé très très dur à lever sur ces thématiques-là. On avait d'autres startups parce qu'on a fait Mass Challenge et je reconnais des têtes dans l'audience. Et on voyait beaucoup de startups autour de nous qui étaient sur ces thématiques-là et qui pouvaient, je ne vais pas dire facilement, mais plus facilement accéder à du capital, à des prêts, à des dons, à du financement. Alors que quand on est sur un software, c'était beaucoup plus compliqué. Donc nous, on a dû se tourner vers le privé, donc qui est ma deuxième thématique. Et pour le privé, c'est assez drôle parce que pour la petite histoire, en fait, Alaya a fait un exit en décembre dernier. Donc on a vendu notre entreprise à un groupe canadien. Et nos investisseurs, nos premiers business angels qui avaient commencé avec nous sur le premier tour d'investissement, nous ont dit c'est marrant, j'avais investi dans Alaya, ça s'appelait Share Dream à l'époque, mais j'ai investi là-dedans parce que je pensais vraiment faire quelque chose de bien pour la société, j'allais avoir une bonne conscience, et en fait, en réalité, vous avez été mon meilleur retour sur investissement depuis que j'ai commencé à être business angel. Donc en fait, on se bat énormément, et les fonds d'impact investing se battent énormément pour montrer qu'en fait, profit et impact vont souvent de pair, et même les entreprises à impact commencent à générer de plus en plus de profits, de revenus, et sont de plus en plus attractifs sur ce milieu-là. Donc je trouve que c'est un beau changement, et très heureux de voir que ça évolue dans ce sens-là. Samira, quels ont été les obstacles ou quels sont les obstacles? Oui, alors disons, les obstacles que soit nous, on a vécu, on vit, ou que d'autres startups ou de start-upers autour de moi peuvent vivre, je pense qu'ils sont vraiment de l'ordre de, je dirais, principalement de l'énergie propre qu'il faut mettre et de la prise de risque dans le déploiement de projets. Parce que je trouve que l'aventure entrepreneuriale est magnifique, hein, c'est extraordinaire, ça a été largement dit et je plus sois, comme on dit, on apprend énormément. Mais le risque de l'échec, il est là. Et je pense que c'est quand même voilà, c'est demander beaucoup de la part des jeunes de se lancer, et des fois des moins jeunes aussi, de se lancer dans un projet, et surtout un projet à impact qui aura peut-être surtout un impact social et peut-être moins un impact financier. Voilà, il faut lâcher tout, pas prendre un job, pas aller chez les grandes entreprises nommées. Voilà. Donc je pense qu'au niveau politique et sociétal en général, c'est formidable de pouvoir soutenir ces jeunes, et je salue les initiatives qui existent, et je pense que évidemment le Hub est une formidable initiative, et il y en a d'autres, mais on pourra bénéficier d'encore plus de soutien à l'entrepreneuriat. Alain, tu veux rajouter quelque chose au niveau de la perspective peut-être des investisseurs ou d'autres perspectives propres? Je pense qu'il faut éviter à tout prix d'utiliser l'étiquette impact sociétal, environnemental, whatever it is, hein, comme une excuse pour ne pas arriver à la rentabilité. C'est pas bon ça. À un moment ou l'autre, ça va se planter. Parce que même si au départ on peut trouver des investisseurs qui se disent je suis content parce que ça sauve tel et tel problème, etc., il y a un moment ou l'autre ils vont se fatiguer. Donc il faut que la boîte puisse, ou que l'idée puisse grandir de manière exponentielle. Après, si ça grandit de manière exponentielle, il y a bien des chances que les gens finissent par gagner de l'argent. Mais ça ne doit pas être un but. Le but, ça doit être d'avoir vraiment quelque chose qui peut être exponentiel et qui peut s'auto-entretenir et qui soit pérenne. Donc pas d'excuse de dire
j'ai un impact, donc je peux me vivre avec un truc qui est moins rentable, ça va pas marcher, un jour ou l'autre ça va pas marcher. Et, ce qui est intéressant aussi, que ce soit du point de vue d'entrepreneurs entre guillemets sociaux ou d'entrepreneurs classiques, je regarde un peu les deux côtés, parce que je gère un fonds d'entrepreneuriat, mais je suis aussi impliqué dans Ashoka. En fait, il faut être un peu cynique dans la vie, malheureusement. Il y a peut-être 5%, 10% des projets à tout casser qui font 90% du résultat. Financier, impact, tu peux prendre n'importe quelle matrix, tu as 5% qui font 90% du résultat. Ce qu'il faut, c'est se concentrer, identifier ces 5% et mettre tous les efforts pour que ces 5% marchent. Le reste, désolé, ça ne fait pas beaucoup de différence. Oui, mais c'est quoi la recette du succès de ces 5% alors? C'est le mélange. Il y a un élément, l'entrepreneur ou l'entrepreneuse, le team qui a mis autour, la chance, un marché porteur. Enfin, il y a toute une série de trucs qui vont ensemble. Mais tu vois, au bout d'un moment, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, tu vois, tiens, le machin se met en route, puis ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Et la vraie vertu, elle ne vient pas en 2 ans, 3 ans, elle vient au bout de 5 ans, 10 ans. La vraie accélération, elle est là. Tu prends une boîte comme Nexthink, qui est une boîte que j'ai suivie depuis le début. Les 5 premières années étaient rocailleuses. Maintenant, il y a 2000 employés, ça a grandi de manière exponentielle, ça vaut quelques milliards, etc. Mais ça a mis du temps avant de cet aspect exponentiel. Et je pense que les bonnes idées ont ça. Elles mettent du temps à mûrir, on fait un peu de pivot, de machin. La première idée n'est pas la bonne. Comme je te disais avant, on discutait, le premier business plan, il est exactement faux. Mais c'est pas grave. La question, c'est comment est-ce que tu évolues. Et c'est l'entrepreneur qui va faire la différence, l'entrepreneur et son team, évidemment. Et tu vois assez vite si la mécanique marche ou elle ne marche pas. Ça se voit, on me raccrocher assez vite, c'est quelques années, quoi. Et après, ça vaut la peine de mettre tous les efforts sur celles qui vont faire un impact. Et le reste, elles survivront comme elles peuvent. Bon, il y a la vallée de la mort, elle dure quelques années, mais après, elle ne peut pas durer indéfiniment. Hein. Ouais. Mais en 20 ans ou 25 ans de métier, je ne peux pas te citer beaucoup de boîtes extraordinaires qui sont mortes dans la vallée de la mort. Peut-être qu'on ne saura pas, elles auraient peut-être été extraordinaires si elles avaient survécu, mais je n'ai pas beaucoup d'exemples. Celles qui sont bonnes, elles trouvent toujours une solution. Que ce soit avec l'argent des investisseurs ou l'argent des clients. Et l'argent des clients, c'est mieux que l'argent des investisseurs. Ce que je te disais avant. Si tu peux vivre avec l'argent de tes clients, c'est impeccable. Si tu peux passer de gens comme nous, c'est impeccable dans la vie. Alors, on vit quand même une époque formidable. Les choses vont très vite, elles s'accélèrent. On sent qu'il y a vraiment du changement. Si vous deviez, personnellement, chacun de vous, donner votre vision à un horizon 2030, quelle serait-elle, votre vision? Alors, évidemment, dans notre projet, moi, ma vision, ce serait qu'avec un projet comme le nôtre, on arrive à vraiment changer le paradigme actuel de médecine qui est basé sur la médecine curatrice envers la médecine préventive. Et je pense que voilà, ça serait vraiment une joie et un bénéfice pour la société de pouvoir bien sûr prévenir plutôt que guérir. Ça ferait baisser évidemment les coûts de la santé. Voilà, donc j'espère vraiment qu'on va contribuer à ça. Et il y a beaucoup de projets qui vont dans ce sens-là, donc j'y crois. Pour moi, pour continuer un peu dans la lignée d'Alaya, un monde parfait serait celui où chaque individu qui souhaite bien sûr s'engager puisse s'engager et ait les outils de s'engager, que ça soit sur toutes les thématiques et causes qui nous touchent actuellement, que ça soit pas non seulement à travers le travail, mais dans notre vie de tous les jours, à travers une transaction, qu'on achète quelque chose en ligne, dans notre travail, à la maison, sur le terrain, que ça soit super simple et que ça soit comme se brosser les dents que de générer de l'impact. Impact plus au terme, faire des dons ou du bénévolat, mais que ça devienne une habitude pour chaque personne qui peut le faire de s'engager. Moi, ce qui me passionne, c'est en quoi est-ce qu'une technologie et un business model peuvent accélérer quelque chose. Et il y a un domaine où on a vraiment besoin d'accélérer, c'est évidemment tout l'impact CO2, que ce soit la réduction du CO2 existant ou la réduction des émissions.
Il y a un domaine qui me passionne actuellement et je pense qu'il y a un vrai levier. On n'a pas encore trouvé le truc qui va faire la différence, mais c'est le domaine de captation du CO2 par le monde de l'agriculture. Si le monde agricole travaillait de manière respectueuse de son environnement, on pourrait résoudre entre 10 et 20% de l'excédent de carbone dans l'air. C'est beaucoup. 10 à 20%, ça se voit. Ça fait bouger l'aiguille. Et ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que c'est? C'est ne pas labourer, c'est toujours garder une surface verte, c'est changer les cultures, c'est mettre des animaux dessus de temps en temps. Enfin, il y a un certain nombre de choses assez simples à faire. Alors on peut avoir des technologies qui peuvent aider à le faire bien, on peut avoir des technologies qui peuvent aider à surveiller que ça soit fait correctement. Et si c'est fait correctement, on peut imaginer que les Nestlé, Unilever et Procter de ce monde vont finir par payer plus cher un certain nombre de matières premières. Quand je dis plus cher, c'est quelques centimes de plus par kilo ou par je ne sais pas quoi, mais ça fait une énorme différence pour le producteur. Et ou pouvoir vendre des crédits carbone en disant on a mis 4 tonnes de carbone par hectare dans le sol parce qu'on a fait les choses correctement, peuvent changer la vie des agriculteurs. Donc, si on arrive à mettre toutes ces technologies en place, on peut avoir un écosystème où l'agriculteur va avoir un incentive de le faire juste, les acheteurs vont avoir un incentive de payer un peu plus pour quelque chose, et la technologie va permettre à ça de marcher. Donc si on arrive à trouver tous les ingrédients et de faire marcher ça correctement, ça peut avoir un impact absolument gigantesque, sans que ça coûte des ronds, quelque part. On payera peut-être le Mars Bars 2 centimes de plus dans le kiosque. Bon, voilà, on payera ça, c'est pas grave. Mais on peut avoir un vrai impact. Donc ça, je pense que c'est un domaine, par exemple, où je suis en train de regarder plein de trucs et j'ai investi dans 2 boîtes dans lesquelles je crois. On verra si elles marchent ou pas. Elles feront peut-être partie des 5%, peut-être pas. Il y a un autre domaine, je pense, qui est intéressant, dans lequel je n'ai pas d'investissement. Je ne regarde pas aujourd'hui parce que je n'ai pas d'intérêt, mais je suis sûr que ça peut avoir un énorme impact. C'est tout le domaine de la diffusion d'informations. Je pense que l'information et la qualité de l'information est le meilleur ennemi des autocrates. Et les autocrates sont la pourriture de ce monde aujourd'hui. Donc, je pense que si on arrive à avoir des vrais systèmes d'information qui fonctionnent, ça peut être the demise, le début de la fin pour les grosses autocraties et sauver un certain nombre de démocraties. Voilà. Donc, je pense que les technologies, puis il y a bien d'autres exemples, mais je pense que les technologies peuvent vraiment avoir un impact. Et donc, c'est ça qui m'amuse et m'intéresse. Et mes derniers investissements de ma carrière, j'aimerais qu'ils soient là-dedans. Merci Alain. Ça me touche d'autant plus que je suis d'origine iranienne, comme tu le sais, et que grâce aux nouvelles technologies, j'espère peut-être qu'on verra une avancée par rapport à la situation sur le terrain. Je pense que ce qui se passe en Iran aujourd'hui, ce n'est pas possible s'il n'y avait pas des réseaux sociaux. Ah oui, justement. Ça ne passerait pas. Ils auraient flingué la pauvre, je ne sais pas comment ça s'appelle, et puis personne n'aurait pleuré, et puis ils auraient flingué l'autre par l'autre, c'est la fin. Donc là, je pense qu'il y a une vraie possibilité que cette autocratie tombe. C'est pas exclu du tout. Je l'espère de tout cœur. En tout cas, j'aimerais terminer ce panel en vous remerciant. Nous n'avons pas eu la chance d'avoir un hub, alors il y a 20, 30, 40 ans en arrière. Mais en tout cas, merci de nous réunir ce soir et de permettre à cette communauté des 100 entrepreneurs et de tous les autres qui vont suivre de se retrouver et d'échanger au sein du hub. Merci à toutes et à tous. Et je vous cède la parole. Merci Leila, Guillaume, Semira et Alain pour cette table ronde fort intéressante qui a suscité bien des réflexions, ça se sent. J'aimerais maintenant vous introduire 2 autres personnes. Ce sont des alumni YouCreate, donc d'autres membres de notre communauté qui sont toujours présentes à l'université. Ce sont 2 porteuses de projets dans le domaine de la santé. Et j'aimerais appeler ici Morane Bosson et Shanaz Disler. Donc, nous avons, comme je disais, 2 porteuses de projets. Elles vont vous présenter leur projet en 3 minutes. On va commencer tout d'abord par Morane. Morane Bosson, tu es étudiante à la faculté des sciences sociales et politiques en psychologie, étudiante master, et tu es aussi fondatrice du projet Nuancing. Et nous avons aussi Shanaz Disler, qui est docteur en neurosciences, qui est aussi chargée de recherche à la faculté de biologie et médecine et qui est fondatrice du projet Sleep Sensor.
Morane, c'est à toi. Ça fonctionne. Bonjour, je vais vous présenter le projet Nuancing, qui est un projet qui s'ancre directement dans la réalité du terrain. Donc, ayant été enseignante de yoga et d'art martial pendant plusieurs années, j'ai un jour l'opportunité d'animer un atelier pour des personnes qui souffrent d'addiction au HUG. Suite à cela, les patientes souhaitent renouveler l'expérience qui, elle, qualifie de nouvelle. Intriguée, je fais des recherches, je mène des interviews et je comprends rapidement que l'impact du corps, du mouvement sur la santé mentale est clairement connu et documenté, mais peu, voire pas, mis en œuvre concrètement, surtout dans l'addiction, alors qu'il y a un besoin manifeste auquel la psychothérapie par la parole ne peut pas toujours répondre complètement. Donc, l'addiction est une problématique complexe, composée de divers éléments qui sont traités par des spécialistes et le problème de cette prise en charge est qu'elle est fragmentée. En fait, il y a des zones de traitement qui ne sont pas exploitées et qui donc ne permettent pas une prise en charge aussi efficace qu'on le voudrait. La solution, c'est de remettre la personne au centre. On en a parlé un peu avant déjà, pour la prendre en soin dans son intégralité en développant une approche spécifique et innovante. Ceci est possible grâce aux ateliers Nuancing qui sont composés en fait de mouvements afin de mieux réguler les sensations liées au manque et les émotions en lien avec la consommation. De plus, un ancrage sensoriel spécifique va être mis en place pour remplacer en fait ceux qui ont été développés en lien avec la consommation. De plus, ces ateliers se feront en groupe afin de mieux travailler la dynamique relationnelle qui peut être problématique dans ces cas-là. Afin d'aider un maximum de personnes, notre prochaine étape est de réaliser une recherche scientifique, afin ensuite de pouvoir proposer notre approche validée aux diverses structures en addictologie. Pour ceci, nous avons besoin d'un ou une directrice de recherche et de fonds, évidemment. Notre objectif à long terme, c'est de déployer ces ateliers en nous basant sur 2 piliers de la politique des 4 piliers en matière de drogue. D'abord, dans un objectif thérapeutique avec une population clinique, et ensuite avec une population subclinique dans un objectif plutôt préventif, par exemple les étudiants et étudiantes de l'université ici. Nous avons une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues et psychomotriciennes, et c'est un réel atout pour mener à bien notre projet. De plus, une large palette de mentors nous soutient dans l'élaboration et le développement de nos ateliers. De plus, des premiers contacts ont été initiés avec le H4 et le CHUV dans l'espoir d'une collaboration future. Donc j'ai écrit ce pitch en marchant, comme quoi bouger, ça aide quand même à réfléchir. Alors mettons-nous en marche afin d'intégrer les ateliers Nuancing dans le parcours patient en addictologie. Merci. Donc, moi, je suis là pour vous présenter le projet Sleep Sensor. Donc, avec ce projet, on a l'ambition de développer une nouvelle génération de dispositifs médicaux pour l'analyse de sommeil clinique. Et comme l'a introduit Monsieur le recteur, donc il n'est pas seul. Il y a vraiment 30% de la population qui ont des plaintes de sommeil durables. Donc, ce qui a effectivement des impacts assez conséquents sur la société, dans la mesure où c'est associé à de l'absentéisme, un niveau accru d'accidents de la route, des problèmes psychiatriques, des problèmes métaboliques, une prise accrue de médication. On a compris. Voilà. Je vais m'arrêter là. Pour n'en citer que quelques-uns. Et donc tout ceci a un coût assez énorme sur la société. Il a été estimé que les coûts des impacts du sommeil sont de 1 à 3% du PIB du pays concerné. Donc c'est des milliards. D'autant plus, la solution aujourd'hui, le standard pour mesurer le sommeil à l'hôpital, voilà, souffre de pas mal de limitations. Donc c'est une nuit de sommeil dans un nouvel environnement à l'hôpital et considéré comme intrusif par les patients. Donc vous pouvez imaginer que la technique en elle-même va impacter le sommeil. Donc ce n'est pas du tout représentatif du sommeil naturel du patient.
Donc la solution qu'on met en place, c'est une solution qui pourra mesurer le sommeil sur plusieurs jours d'enregistrement, de manière non intrusive, et dans un environnement naturel de sommeil, donc à domicile. Donc notre technologie consiste à un film qui est portatif, qui peut être mis à domicile chez le patient et qui permet la mesure de plusieurs paramètres physiologiques de sommeil. Ces paramètres sont mis ensemble et on arrive à avoir des cycles de sommeil et des hallmarks des différents troubles de sommeil. Pardon. Donc le but est d'avoir un enregistrement à domicile et le praticien qui donne les résultats de sommeil à l'hôpital. Donc cette technologie est particulièrement intéressante dans le domaine de l'insomnie, de la parasomnie qui est par exemple le somnambulisme, mais aussi pour adapter une thérapie. Donc à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes au stade preuve de concept. Nous avons déjà eu 2 fonds pour le développement de projets, donc Innotrek qui est délivré par le Pacte et la FIT, et un Innosuisse de 18 mois. Le but est d'incorporer notre start-up début 2024 et de déposer une autorisation de mise sur le marché pour un classe 2A, dispositif médical, milieu 2025. Au niveau de l'équipe, donc nous travaillons avec l'HUI-GVD, le groupe du professeur Pérez-Uribe, pour le développement d'algorithmes, et le groupe du professeur Heinzer, qui est directeur du centre de sommeil au CHUV, pour toute l'analyse clinique. On est aussi soutenu par Innosuisse et Innovo, avec des coachs qui nous permettent vraiment de développer la stratégie business de notre projet. Je vous remercie pour votre attention et prenez bien soin de votre sommeil, surtout. C'est important. Merci beaucoup pour vos partages d'expérience. Et on voit bien toute la créativité, l'inventivité, mais aussi l'esprit d'entreprendre qui vous a permis de mener à bien ces 2 projets. J'aimerais que vous me disiez en quelques mots en quoi est-ce que le programme YouCreate vous a aidé dans cette progression. Alors, je vais répondre en 3 mots. Le premier, c'est le terrain, parce que ça a renforcé notre lien au terrain en nous poussant à aller toujours plus loin dans la compréhension du domaine de la dictologie. Des fonds, car le soutien financier du CREATE a permis de faire passer notre projet au next level, comme on dit dans l'entrepreneuriat, en développant les premières versions des modalités sensorielles et finalement une équipe, car YouCreate était vraiment un contexte idéal pour constituer une équipe autour d'un centre d'intérêt commun, ce qui a renforcé en fait la force de frappe du projet. Merci. Alors dans mon cas, j'ai intégré YouCreate vraiment au stade embryonnaire de mon projet, parce que c'était qu'une idée à l'époque, et ça m'a vraiment permis de poser sur papier mon idée et de pouvoir développer une présentation qui m'a permis en fin de compte d'avoir mon premier fonds Innotrek avec le Pacte. Donc merci YouCreate pour ça, parce que vous étiez vraiment au tout début du projet. Je pense que c'est un moment assez charnier justement. Merci beaucoup. Et puis l'autre question que je voulais vous poser, c'est quand vous pensez à l'impact de votre projet, quel est l'impact espéré? Alors premièrement, Nuancing a pour objectif de compléter en fait l'offre de soins et donc de rendre le traitement plus efficace et de réduire les coûts en termes de santé et de diminuer la durée du traitement. En plus de cela, l'idée est aussi de soulager et de faciliter en fait le travail de l'équipe professionnelle surchargée qui entoure les patientes en addictologie. Et finalement, le point principal vraiment pour nous, c'est que l'objectif, c'est que ça favorise l'intégration des personnes qui souffrent d'addiction dans la société. Et je pense que le simple fait de développer une approche spécifique à leurs besoins est thérapeutique en soi, car cela accorde une attention particulière, bienveillante à des personnes qui sont fortement stigmatisées, rejetées, isolées. Et nous, en tant que porteurs et porteuses du projet, on ressent clairement et on est impacté par la lourde chape du tabou en fait, qui entoure l'addiction. Donc on ne peut même pas imaginer la violence sociale que ces personnes vivent au quotidien, et c'est pour ça qu'il est primordial d'agir à ce niveau-là. Alors de mon côté, avec le projet, c'est vrai qu'on permet d'avoir accès à une nouvelle donnée, parce qu'il n'y a pas vraiment la possibilité d'avoir l'environnement naturel, la mesure de l'environnement naturel du patient. Donc c'est vrai que là, on a vraiment une vision objective du sommeil de la personne et une vision aussi objective des effets des traitements sur le sommeil, ce qu'on ne peut pas avoir à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai que tout ça permet un meilleur diagnostic et donc un traitement adéquat plus rapidement. Donc on arrive au deuxième impact, qui est donc l'amélioration de la qualité de vie du patient.
Et qui dit amélioration de qualité de vie du patient, on a une réduction de l'impact sociétal, donc un impact monétaire inhérent aux problématiques du sommeil sur la société, donc réduction du coût sur la société. Voilà, c'est les trois impacts qu'on peut voir. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos partages d'expériences. Je trouve ça extrêmement intéressant en fait de voir que vos exemples démontrent à quel point quelque chose qui peut être de l'ordre du potentiel, donc qui n'est pas forcément tangible ou concret, peut en fait être développé et devenir quelque chose qui a vraiment une réelle portée à échelle collective, mais qui s'initie au niveau de l'individuel. Donc, je vois vraiment ici le lien entre individu et collectif et comment on peut mener vraiment un changement à échelle sociétale en partant de l'individu. Et je pense que ça boucle de manière très intéressante cette discussion qu'on a eue depuis tout à l'heure sur le changement de paradigme. Donc, merci beaucoup, Morane et Chanez. J'aimerais maintenant appeler notre vice-rectrice Liliane Michalik pour le mot de clôture de cette magnifique soirée d'inauguration. Voilà, donc c'est à moi que revient l'honneur de clôturer cette soirée. J'aimerais remercier Morane et Chanaz. Vous nous prouvez que l'entrepreneuriat n'est pas qu'une affaire d'hommes, quoique, j'ai envie de dire. Parce qu'aujourd'hui encore, seul un projet entrepreneurial sur 4 est porté par une femme. 90% des financements sont donnés à des entrepreneurs masculins. Et l'existence de biais de genre a largement été démontrée. Les études à ce sujet montrent qu'à compétitivité égale, les dossiers des femmes sont encore évalués de manière beaucoup plus stricte et que leurs compétences sont encore jugées plus basses que celles de leurs collègues masculins. Donc j'ai envie de dire que c'est encore un point commun entre le monde entrepreneurial et le monde académique, puisque aujourd'hui, nous sommes encore 27% de femmes seulement, professeurs à l'Université de Lausanne. Dans notre plan d'attention, donc, la direction s'engage à promouvoir l'égalité et la diversité sous toutes ses formes, aux études, au travail. Et pour cela, nous devons agir sur le terrain. Et c'est important pour nous, entre autres, de prêter attention à la diversité des profils que nous recrutons pour atteindre cet objectif. Et là aussi, le Hub nous aide, parce que le Hub fait déjà ça. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le Hub participe à cela en plaçant l'égalité et la diversité au centre de sa vision managériale. Égalité des sexes, diversité d'échelles de projets, de disciplines et de composants de technologie. Avec le succès que vous avez vu tout à l'heure, puisque la moitié des projets soutenus par le Hub sont portés par des femmes et que des personnes issues de toutes nos facultés, donc de toutes disciplines, s'appuient sur le Hub pour matérialiser leurs idées et leurs projets. Alors pour ma part, je trouve très réjouissant de constater que lorsqu'un leadership le veut, le changement est possible et même assez rapidement. En tant qu'institution publique, l'UNIL porte la responsabilité de ne laisser personne au bord du chemin et grâce au Hub, nous pouvons profiter d'un environnement à l'UNIL sûr pour donner des outils pour mieux réussir après et pour limiter la prise de risque après, puisque les outils sont un peu plus adaptés. Nous allons donc poursuivre notre travail à l'interne pour continuer à stimuler l'esprit d'entreprendre et avec nos partenaires extérieurs pour les échanges d'idées et pour la matérialisation et la concrétisation des projets. L'université ne peut et ne doit se suffire à elle-même. Elle fait partie d'un écosystème roman, national, international que vous incarnez ce soir. Et c'est seulement grâce à une collaboration étroite avec nos partenaires que nous pourrons participer à répondre efficacement et à trouver des solutions aux besoins concrets de la société. Alors je me félicite de votre présence ce soir et je me réjouis de continuer à échanger avec vous grâce aux activités du Hub, mais aussi grâce à toutes nos activités quotidiennes. Merci.